Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Doris Provencher de l'AGID. On parle ensemble du plan d'action en santé mentale 2015-2020, un nouveau document récent qui va expliquer un petit peu les tendances vers quoi le gouvernement s'en va en santé mentale. On va avoir un peu plus tard à l'émission Isabelle Ouellette-Morin qui nous parle d'intimidation. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Donc, on se pose un peu la question ensemble. On aura à l'Espresso allongé le sujet, la signification des rêves. Pierre nous amène ce sujet-là. Et on a bien sûr des chansons. On commence avec la première, Tout le monde debout de Mako. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Mme Doris Provencher. Bonjour Doris. Bonjour Yvan. Bien sûr qu'on peut se tutoyer. Bonjour Yvan. On est presque des habitués maintenant. Presque. Vous êtes habitués à notre émission. En tout cas, on est habitués à l'AGID parce que vous êtes directrice générale de l'AGID. Oui. On pourrait rappeler, on va parler dans quelques instants d'un sujet très attendu et très intéressant. On saura mieux connaître. Mais qu'est-ce qu'on peut décrire sur l'AGID? Comment on peut décrire cet organisme-là qui existe déjà depuis un quart de siècle, si je ne m'abuse? Oui, puis cette année, on fête notre 25e anniversaire de fondation. Alors, juste pour dire, l'AGID, l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Donc, on est un regroupement provincial qui réunit les organismes dont la mission est la promotion et la défense de droits pour les gens qui vivent un problème de santé mentale. Il y en a plusieurs un peu partout, que ce soit à Montréal, ailleurs. Il y a des groupes partout au Québec. Il y a des groupes régionaux
donc qui vraiment répondent directement aux demandes des personnes. Il y a des groupes d'entraide aussi qui ont un volet promotion-vigilance parce que les droits, ça appartient à tout le monde. Tout le monde doit être vigilant et doit être attentif. Alors donc, c'est ça, partout au Québec. Et je le répète souvent, même quand on accueille des fois d'autres groupes qui font de la défense de droits, je me dis, vous devez être là dans la société et heureusement que vous êtes là parce que ça prend des gens qui ont le temps de décortiquer ce qui se passe, puis d'analyser, puis de surtout lever des drapeaux, là, comme on dit un peu en anglais. On dit souvent parce que comme population, des fois, on se rend pas trop compte de ce qui se passe comme problématique, là, puis ça prend des gens comme vous pour nous alerter. Oui, effectivement. Vous savez, on est venu au monde, la plupart des groupes à travers le Québec, avec la politique de santé mentale de 89. Il y a eu beaucoup d'abus au Québec, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, auprès des personnes qui vivent un problème de santé mentale. Et le Québec avait décidé de mettre sur pied justement des groupes pour aider les personnes à se défendre, à faire valoir leurs droits, comme tout citoyen ou citoyenne du Québec. On a tous et toutes les mêmes droits, mais pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, malheureusement, et même après 25 ans, je dois dire qu'il y a encore beaucoup d'abus. Beaucoup. Mais c'est quand même bon en société que le gouvernement puisse financer, puisse permettre d'avoir des groupes comme ça qui le critiquent, en fait. Puis c'est sain jusqu'à certains points. Et je dois dire que le Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec nous financent, effectivement, comme tous les organismes. C'est jamais assez, mais on peut fonctionner quand même. Exactement. Et effectivement, c'est une particularité du Québec aussi, que l'État finance des organismes et, comme tu dis, Yvan, un de nos mandats, c'est de critiquer l'État. C'est ça, effectivement. Alors, et ça a toujours... dans le domaine, le ministère a toujours bien compris notre rôle et on a toujours bien fonctionné. Oui. Maintenant, on parle d'un gros sujet pour lequel tu es venu, Doris. Donc, c'est le fameux plan d'action qu'on attendait depuis longtemps qui est paru finalement récemment. Plan d'action en santé mentale, c'est ça? Ça fait la deuxième fois, en fait, qu'il y a un plan qui est écrit. Là. Bien, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres plans dans d'autres époques. Très, très rapidement, la politique en 89 de santé mentale et il y a eu ce qu'il avait appelé un plan de transformation des services en 98 et bon. Mais quand est arrivé le gouvernement libéral en 2002, ou 2004, là, j'ai un petit blanc, mais enfin, au début, et c'était M. Couillard qui, à l'époque, était ministre de la Santé, et donc, de faire un plan d'action vraiment plus terre-à-terre, plus terrain, plus axé au niveau des services, beaucoup. Donc, on a eu un plan d'action 2005-2010. Qui s'est appelé La force des liens. C'était le titre du plan. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, qu'on le demandait, le ministère travaillait sur ce plan. Mais bon, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu changement de gouvernement entre-temps et tout ça. Mais le plan 2015-2020 est sorti un peu tard en 2015, mais il est sorti quand même. Oui. Peu importe l'année, c'est pas ça qui est le plus important, en fait. C'est de dire, pendant 5 ans, si je comprends bien, le plan, c'est de se donner une directive, de se donner des objectifs. Ils ne sont peut-être pas nécessairement atteints, mais j'aimerais ça que vous nous en parliez parce que c'est quand même, vous avez eu l'occasion un peu de décortiquer sans aller trop dans le détail. C'est toujours assez complexe, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, grosso modo, écoutez, ce qui est intéressant dans ce plan de 2015-2020, ils remettent la question, pour nous, bien sûr, ils remettent la question des droits au début du plan. Donc, c'est de vraiment de prendre une position par rapport à la question des droits et à l'exercice des droits, ce qui avait complètement disparu du plan 2005-2010. Les droits n'étaient pas là, on les retrouvait pas. Donc, dans ce sens-là, que c'est intéressant. Il ramène aussi un critère que nous, on demandait, nous, quand je dis nous, c'est l'Agide, on demandait qu'il ramène un concept qu'on appelle la primauté de la personne qui était là à la politique de santé mentale. Okay. La primauté de la personne, en fait, c'est strictement de dire que la personne à qui on offre des services de santé mentale, elle est au cœur de l'ensemble de la pratique et c'est avec... on doit travailler avec elle, on doit travailler selon ses besoins, ses aspirations, donc elle est vraiment au cœur. Et ça aussi, pour nous, c'est vraiment de camper. Le ministère campe vraiment ça. Et ça,
on trouve ça fort intéressant. Et ça peut paraître négligeable, mais c'est très important parce que de centrer la personne, donc toutes les actions sont normalement, dans les meilleures conditions, seraient normalement, doivent aller vers le bien-être de la personne, ou en tout cas Oui, et d'ailleurs, dans le plan d'action, ce que le ministère demande, c'est que tous les établissements fassent un plan d'action pour la primauté de la personne. Donc, le ministère prévoit faire un guide pour les établissements pour faire en sorte que dans tous les établissements, il y a un plan. Donc, ça veut dire aussi que les établissements vont être imputables, vont devoir rendre des comptes. Okay. Et ça aussi, c'est intéressant. Et j'avoue que pour nous, ce qui est intéressant, ça nous donne des leviers. C'est que si, dans une région, il y a des difficultés, on peut sortir le plan et dire, écoutez, c'est indiqué, c'est la volonté du ministère, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous faites? C'est des leviers, comme on s'est beaucoup servi, les organismes communautaires et alternatifs en santé mentale et de défense de droits, de la politique de santé mentale, parce qu'elle était extraordinaire, cette politique. Mm-hmm. On pourrait très bien la reprendre et presque changeant des choses, mais les valeurs qu'elle véhiculait, c'était vraiment extraordinaire comme politique. Oui. Alors donc, dans ce sens-là, c'est intéressant pour nous, pour nous et pour les personnes, bien sûr, oui. Parce que ça amène, on a des outils. Et il n'y avait pas ça dans le 2005-2010? Il n'y avait rien. En 2005, sur les droits, c'était beaucoup axé au niveau des services. Bon, peut-être qu'il y avait une grosse marche à monter de réorganiser un peu beaucoup les services de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, là, pour mais c'était beaucoup axé là-dessus. Je veux juste dire une chose aussi. Par contre, ce qui on verra. Mais vous savez, la politique de 89, un de ses objectifs, c'était de modifier les pratiques en santé mentale. Ouais. 26 ans plus tard, vous savez, il y a des choses qui ont changé. Mais il y a beaucoup de pratiques encore irrespectueuses des droits, entre autres. Et ça fait quand même longtemps. Le 89, et ça fait 26 ans. Effectivement, donc ça fait longtemps. Puis, et le plan 2005-2010 avait été un peu le vérificateur ou celui qui s'occupe de vérifier. Le vérificateur général, oui. Je crois, qui avait comme pointé des trucs qui n'avaient pas été vraiment comme mis en pratique. C'est ça qui fait toujours peur. C'est beau un plan, mais est-ce que les moyens, est-ce que la volonté va suivre ce plan-là? Exactement. Et même s'il y a un plan, vous savez, la pratique sur le terrain, il y a beau avoir un ministre, une direction de la santé mentale qui émet des orientations, ça aide. Je dis pas que ça aide pas, mais si au niveau du terrain, ça bloque, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Alors, c'est dans ce sens-là que il y a des éléments, je pense, pour stimuler les changements. Mais on verra. Parce qu'on a toujours un peu peur avec le ministre de la Santé qui a annoncé sa façon de faire. Bon, c'est une façon un peu... il y en a qui l'appellent un peu bulldozer. Donc, on dit toujours, on attendait ça, j'imagine, de votre côté. Beaucoup d'organismes surveillaient, attendaient justement ce plan-là d'action en santé mentale parce que en se disant, est-ce que ça va passer comme... est-ce qu'on va démanteler le réseau? Est-ce qu'on va... C'est ça aussi. Oui, mais vous savez aussi, par contre, qu'on trouve dans le plan, il y a des bonnes choses, mais il y a des choses, nous, qui malheureusement, c'est très biomédical. C'est très tourné vers le biomédical. Et ce que je trouve un peu malheureux, c'est qu'au Québec, on a un réseau communautaire et alternatif, tant en santé mentale que pour les jeunes, que pour... on ne leur rend pas hommage dans ce plan-là. On ne sent pas la volonté d'aider ce réseau-là. Non, on n'en parle pratiquement pas. Donc, tout est beaucoup axé au niveau des établissements, au niveau de la psychiatrie en tant que telle, et la place du communautaire, c'est pas vraiment reconnu. Pourtant, je peux vous dire, ça fait plus de 20 ans, moi, que je suis dans ce milieu-là. Il y a des miracles qui se font tous les jours. Absolument. Puis, la psychiatrie, bien sûr qu'elle est utile, il faut qu'elle soit là. Mais c'est pas son rôle, parce que d'être dans le quotidien des gens. Parce que quand je vois mon psychiatre aux 3 mois, le reste du temps, je vis.
Je suis dans une communauté, je paye mon loyer, je mange, je socialise et tout ça. Ouais. Et ça, c'est beaucoup le tissu communautaire qui l'offre. Comme dans le plan 2015-2020, comme il y avait dans le plan 2005-2010, on parle beaucoup de la participation citoyenne des personnes. Hein? Que la personne qui vit un problème de santé mentale soit impliquée dans la planification des services. Ouais. Ben, je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu les organismes communautaires, il n'y en aurait pas eu de participation citoyenne. Absolument. Il le reconnaît un peu dans le plan. Ça, il faut bien le donner, mais c'est pas les établissements qui vont aider à la participation citoyenne. C'est pas leur rôle. Oui. C'est pas ça qu'ils ont à faire dans la vie, les établissements. Est-ce que les organismes l'ont souvent rappelé, j'imagine, au ministre Barrette de ce genre de réalité-là? Quelle est son écoute? Parce que selon les ministres, des fois, il y a de l'ouverture, il y en a moins. Ils comprennent, même s'il ne l'a pas marqué dans le plan, peut-être qu'il comprend. Mais quelle est la situation, justement? Vous savez, lors de la présentation du plan, l'AGID dont on avait été invité, et moi, je dois dire qu'à la fin de la présentation, qui fut une longue présentation du ministre. Par le ministre, oui. Il n'a pas dit un mot sur le communautaire. Okay. J'étais un peu fâché, je dois dire. Et c'est dommage, parce que il pourrait, si vous me permettez l'expression, le ministre pourrait se péter les bretelles, parce que c'est quelque chose de presque unique au monde, ce mouvement-là qu'il y a au Québec, et entre autres, de défense de droits. Ouais. Il n'a pas dit un mot. Je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas. Vous savez, c'est un médecin qui a été, évidemment, dans d'autres sphères de vie, de travail, etc. Mais la réelle mission des organismes communautaires en santé mentale, il ne la connaît pas, à mon avis. On l'a rencontré, nous, le ministre Barrette. Bon, on lui a expliqué, il a été attentif, il a posé plein de questions. Ça fut fort intéressant. Donc, peut-être que la suite va être... On ne sait jamais, hein? Mais, on ne le lâchera pas. Mais on a quelques secondes encore. C'est très intéressant. On est dans les débuts. Je pense qu'on aura le temps aussi d'en reparler du plan et de son application. C'est ça qui va être aussi important à surveiller. Mais on pourrait mentionner les coordonnées pour vous joindre si les gens veulent en savoir plus sur l'AGID et avoir peut-être éventuellement des renseignements. Vous en aurez peut-être à publier et d'autres, excusez-moi, s'ils veulent avoir d'autres informations sur leurs droits, sur les droits, exactement. Il y a plein de documents sur notre site. Donc, je vais donner l'adresse, tu permets. Donc, le courriel, donc le site web, www.agidd.org, donc agid.org avec 2 D. Et puis, le numéro de téléphone, 514-523-3443. Voilà. Bien, merci beaucoup, Doris, d'avoir été des nôtres. Bien, c'est moi qui te remercie. Ben oui, merci beaucoup. À la prochaine. Bonne continuité en espérant que ce plan 2015-2020 apporte beaucoup de bonnes nouvelles pour les groupes communautaires. On va le surveiller. Merci. À la prochaine. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener. Je ne suis pas en sucre, je ne suis pas en sel, mais je sens bon l'amour jusque sous les aisselles. Si j'avais une voix et la moustache qu'il faut pour passer sur nos bras, tu reviendrais bientôt. Quand j'y pense, rien ne la pense, la béance que tu as laissée. C'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. D-A-T-E-S, T-A, te déteste. D-A-T-E-S, T-A. Et tu n'es pas la plus fine, non tu n'es pas la plus folle. Quand tu veux la jouer comme, c'est comme, il restera comme ce que tu n'es pas, mais que tu me montrais. Tu peux changer de voix, mais pas ce que tu es. Quand j'y pense, rien ne la pense. La béance que tu as laissée, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais
Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. D-A-T-E-S, T-A, je déteste. D-A-T-E-S, T-A, je déteste. D-A-T-E-S, T-A, je déteste. D-A-T-E-S. Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Je laisse couler mes larmes sur un papier froissé où de la main j'écris je te déteste. Et puis me faudrait-il encore pour retrouver le nord t'envoyer des menaces, un rat mort dégueulasse. D-A-T-E-S, D-A, je déteste. D-A-T-E-S, D-A, je déteste. D-A-T-E-S, D-A, je déteste. D-A-T-E-S, D-A. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yves. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, tu manques jamais de bons sujets et tu nous surprends encore une fois. Donc la signification des rêves cette fois-ci. Oui, ben j'en avais déjà parlé par le passé. Oui, il y a très du longtemps. sommeil et des rêves. Ouais. Mais ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais vous lire quelques extraits d'un article que j'ai vu sur l'Internet où on va étudier 10 scénarios de rêves, c'est-à-dire des choses qui apparaissent souvent dans les rêves. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est intéressant. Les gens veulent souvent savoir ça. Alors, on va Tu écouter, veux dire les images récurrentes que toute la population en général ou les a types de rêves. comme image. Mais les types de rêves qu'on fait, c'est vrai qu'il y a des choses à répétition. Il y a des choses là, qui reviennent. qui Il y a des choses, évidemment, qui vont être propres aux femmes, d'autres aux hommes. On va le voir tantôt. Ouais. Mais les rêves ont été pris au sérieux au fil des temps par les psychiatres et les psychologues. Les psychanalystes. Oui, beaucoup. Ça révèle pas mal. Ouais. Oui, le célèbre psychothérapeute suisse Carl Jung avait analysé plus de 20 000 rêves au cours de sa carrière. Mais l'article que j'ai choisi, c'est un article sur le site du Huffington Post. Ceux-ci ont demandé à Mme Carter Stout, une psychothérapeute de Los Angeles, de décrypter 10 rêves courants. Elle nous dit « Les rêves sont une fenêtre ouverte sur l'inconscient. » Elle dit « Ce qu'ils disent peut contribuer à nous rendre plus heureux, plus équilibrés et mieux structurés. » L'une des clés de cette démarche est de ne pas les prendre au pied de la lettre, mais de s'intéresser à ce qu'ils représentent. Ils fourmillent souvent de métaphores illustrant les aspects de notre personnalité qui requièrent notre attention. Oui. Puis il faut aussi s'en rappeler. Oui, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est plus difficile. Oui. Elle va nous en parler un peu plus loin. Elle nous dit qu'il faut aussi bien comprendre que la psychologie des profondeurs, c'est le nom qu'on donne à cette pratique, n'est pas la seule méthode d'analyse des rêves. Certains croient que ce que nous faisons au cours de la journée influe sur nos rêves en bien ou en mal. La position dans laquelle nous dormons pourrait également provoquer ou au contraire nous permettre d'éviter des cauchemars. Et il semble que ceux qui n'ont connu la télé qu'en noir et blanc rêvent rarement en couleur. Mais là, on remonte à longtemps. Mais pourtant, la vie est en couleur. C'est vrai. Alors, premier scénario. Vous rêvez que vous êtes enceinte. Ça, évidemment, ça s'adresse aux femmes. C'est plus difficile pour nous autres. C'est peut-être déjà arrivé, quelqu'un qui était enceinte. Moi, ça me surprendrait beaucoup. Mais elle nous dit, pour faire simple, cela veut dire qu'il y a du nouveau en vous, une nouvelle énergie, de nouvelles idées.
ajoute le docteur Stout. Elle dit, peut-être êtes-vous en train de changer de vie, de vous aventurer dans une nouvelle direction. Vous muez, vous vous transformez et votre vie va sans doute prendre une tournure différente. J'ai juste une précision, c'est-tu des rêves, mais y a-tu des cauchemars aussi dans ces images? Oui, il y en a qui vont venir se voir. Okay. En as-tu souvent des cauchemars, toi? Ça m'arrive, comme tout le monde. Ouais. Tout le monde, je pense, en fait un par nuit. Peut-être, je sais pas, peut-être un par nuit ou moins fréquemment. Deuxième scénario, vous rêvez de votre ex, homme ou femme. Si vous rêvez d'une personne en particulier, c'est qu'elle représente un aspect bien spécifique de votre personnalité. Si vous commencez à rêver de cette personne, demandez-vous ce qu'elle représente pour vous. Quelles sont ses qualités? Que vous rappelle-t-elle? En fait, vous êtes en train de rêver de choses que vous avez en vous. C'est un reflet. Ne prenez pas ce rêve au pied de la lettre. Si votre ex était du genre à relativiser et que vous rêvez d'elle ou de lui, c'est cet aspect de votre personnalité qu'il convient d'examiner. Peut-être devriez-vous y faire davantage attention. Si c'est bon signe, si tu es dans une instance de divorce et c'est plutôt houleux que tu rêves à ton ex. Mais je te dirais que c'est normal. Oui, c'est ça. Mais moi, je me rappelle des fois que je rêve à des personnages et puis seulement qu'après, en y repensant le lendemain, je m'aperçois en fait que c'est de moi que je pensais, mais je le vois à travers une autre personne. Ah ouais. Les rêves, puis c'est un peu un filtreur de nos vies. Oui. Troisième scénario, vous rêvez que vous avez perdu vos dents. Selon notre spécialiste, ce rêve est un grand classique qui affecte des personnes de cultures très différentes dans le monde entier. Sans jeu de mots, monde entier ici. Alors, elle nous dit elle nous dit que représente le fait de perdre ses dents. D'abord, lorsque vous êtes bébé, vous faites vos dents, puis vous perdez ces dents de lait pour faire de la place aux dents permanentes. La perte des dents de lait représente un moment de transition. C'est lorsque vous traversez une phase de grand changement qui génère de l'angoisse que vous risquez de faire ce genre de rêve. C'est le signe que vous grandissez et que vous évoluez. Ou si c'est un dentiste, c'est pour les profits qu'il va faire. Là. Mais ça, c'est une autre chose. Ça coûte cher, le dentiste. Quatrième scénario, vous faites un rêve morbide. Elle nous dit... Cauchemar, ça. Hein? Oui, nous percevons la mort et la renaissance de manière remarquablement similaire, indique la psychothérapeute. Symboliquement, une partie de nous ou une habitude est en train de mourir. Quelque chose qui nous a été utile pendant un certain temps et qui ne nous sert plus aujourd'hui parce qu'on est passé à autre chose. On change peut-être de boulot ou de logement. On est en train de se séparer et on fait le deuil de la relation. Les rêves de mort symbolisent en fait la part de soi dont on se détache. Donc, c'est pas vraiment la mortalité. J'ai pas le temps de faire le cinquième scénario, mais je continuerai un peu plus tard. Mais comme je disais tantôt, on rêve à des personnes, on se demande qu'est-ce que ça vient faire dans nos rêves. Ça peut être des personnages qu'on a vus au cinéma, à la télévision. Puis en se réveillant, le lendemain, on se demande, mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient dans mon rêve? Mais en fait, c'est nous, je pense, qu'on voit. On voit certains traits de personnalité que peut-être on n'aime pas voir en nous. Alors, on les voit à travers d'autres personnes. C'est très profond, effectivement. Bien, merci. On va poursuivre, comme tu le dis si bien, à l'Espresso allongé. Merci, Ghislain. Merci, Pierre. On continue. Donc, à l'émission Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Mme Isabelle Ouellette-Morin, avec qui nous nous posons la question « L'intimidation, faut-il s'en inquiéter ?» À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur la signification des rêves. Vous entendrez aussi en chanson The Things I've Done de Groenland et L'Apogée de Patrick Bouchard. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. J'accueille maintenant mon invité qui est Isabelle Ouellette-Morin. Bonjour et bienvenue à Folie Douce. Bienvenue. Vous êtes professeur en criminologie et chercheur pour l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et on va parler d'une conférence qui s'intitule « L'intimidation, faut-il s'en inquiéter ?» L'intimidation, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé, mais effectivement, on entend beaucoup plus parler maintenant qu'autrefois de l'intimidation. Je pense que les gens sont sensibilisés à s'ouvrir, en tout cas à partager peut-être s'ils ont été victimes d'intimidation. Mais si on amorçait le sujet justement de l'intimidation, comment vous pourriez présenter cette conférence que vous avez eu la chance de donner? Bien, en fait, il y a beaucoup de questions. On en entend beaucoup parler. Je pense qu'on a maintenant, depuis quelques années, débanalisé ces expériences-là que plusieurs jeunes vivent et que même plusieurs adultes traînent un petit peu dans leur passé. Oui. Je pense que ça a plein de belles... ça entraîne plein de belles conséquences, si on peut dire. Je pense que les gens se sentent entendus dans ce qu'ils ont vécu ou dans ce qu'ils vivent. Et je pense que ça permet aussi aux adultes de se conscientiser à ce que les jeunes ont vraiment besoin lorsqu'ils vivent ce genre d'expérience-là, et qu'il s'agit non pas un rituel qui arrive, qui a toujours arrivé, mais je pense que ça vient créer un momentum dans l'entourage du jeune, dans les milieux scolaires, pour faire en sorte que ce phénomène-là soit pris au sérieux. Oui. Maintenant, le fait qu'on y donne autant d'importance, je pense que ça a aussi comme conséquence plus négative cette fois peut-être d'entraîner une certaine confusion quant à ce que c'est vraiment l'intimidation, comment on la différencie d'une chicane entre enfants, parce qu'il y en a, puis il y en aura toujours. Est-ce que dans quelles circonstances l'intimidation ou les chicanes deviennent et s'enveniment et deviennent de l'intimidation comme telle, et comment on l'identifie, parce que maintenant, il arrive dans les cours d'école qu'on crie à l'intimidation très rapidement. Alors, c'est une des premières choses qu'on a parlé pendant la conférence, et aussi pour prendre l'occasion d'identifier certains mythes qu'on pourrait avoir, notamment, je pense, beaucoup en regard de la cyber-intimidation, on entend beaucoup parler. Certains mythes comme le fait que la cyber-intimidation, il y en a énormément. On en entend tellement parler dans les médias qu'on a l'impression que c'est quelque chose que quasiment tous les jeunes vivent d'une façon importante et que ça devient vraiment une expérience harcelante et qui est là 24 heures sur 24 dans la vie de tout le monde. La réalité, c'est que la cyber-intimidation, il y en a beaucoup moins que l'intimidation qu'on dit traditionnelle, qui arrive dans les cours d'école, dans la rue et tout ça. Il y en a beaucoup moins, et c'est pas clair encore l'impact réel que ça a sur la santé mentale des enfants, leur estime de soi, toutes les autres conséquences qu'on sait être associées à l'intimidation dite traditionnelle, parce que la plupart des gens qui sont victimes de cyber-intimidation sont aussi victimes d'intimidation dite traditionnelle. Alors, c'est plus comme si la cyber-intimidation devient une autre forme par lesquelles ils se font intimider. Et l'intention en arrière de la cyber-intimidation est aussi un petit peu partagée auprès des intimidateurs, que lorsqu'ils le font en personne, simplement que avec la cyber-intimidation, il est facile de rester caché. On n'a pas la personne en face de soi, et puis des fois, c'est plus facile de se détacher, de ne pas voir les conséquences de nos paroles, de nos actions sur les gens. Et ça devient un exercice supplémentaire, je pense, aux adultes, de faire comprendre, de faire réaliser à leurs enfants, leurs ados, l'impact que leurs gestes en ligne ont, et même le fait de liker, d'aimer, de partager un commentaire où il y a de la cyber-intimidation, c'est aussi
de prendre part à la cyberintimidation. Oui. Comment on pourrait, donc, Mme Ouellette-Morin, définir ce que c'est l'intimidation? On disait tout à l'heure qu'on met un petit peu toutes sortes de choses sous le dos. En fait, ça a le dos large, en fait, l'intimidation, mais c'est pas toujours de l'intimidation, comme on parlait tantôt des chicanes, des choses comme ça. Comment on peut définir pour bien reconnaître c'est quoi l'intimidation, là? Ben, en fait, exactement. Je pense que nous tous, on a vécu un moment de notre vie. On s'est fait traiter d'un nom pas gentil. On s'est fait exclure d'un groupe. On s'est fait pas inviter dans une fête ou on s'est fait rire de soi en classe parce qu'on avait dit quelque chose de bête ou quelque chose de trop intelligent. On sait pas trop. Ouais. Mais l'intimidation, c'est pas ces simples expériences-là qui peuvent arriver d'une façon isolée dans la vie d'un jeune ou d'un adulte même, hein, parce que l'intimidation, ça peut avoir lieu entre adultes. En milieu de travail. En milieu de travail, tout à fait. Lorsqu'on parle d'intimidation en milieu scolaire ou entre les jeunes, c'est des actions qui sont répétées dans le temps. Donc, ça arrive souvent pendant une période de temps donné. Ça peut durer 6 mois, mais pour certains, ça peut aussi durer des années. Okay. Ça arrive entre des enfants. Ça arrive souvent entre des enfants pour lesquels il y a un déséquilibre de pouvoir. D'une certaine façon, où il y a un déséquilibre de force physique, il y en a un plus grand que l'autre, il y en a un plus fort que l'autre, il y a un déséquilibre qui peut aussi avoir lieu entre la popularité, donc il y en a qui ont beaucoup d'amis, il y en a qui sont très populaires, comparativement à la victime qui n'est pas populaire ou qui a très peu d'amis, donc aussi une isolé, capacité plus difficile à se défendre ou à trouver une ressource de soutien dans les jeunes ou des jeunes autour d'eux qui sont susceptibles d'intervenir lorsque quelque chose se passe. Oui. Et on parle aussi d'intimidation lorsque ces expériences-là font en sorte que le jeune perçoit qu'il serait très difficile pour lui de s'en soustraire. Que c'est très difficile pour lui de faire une action, de poser une action pour que ces situations-là cessent. Okay. Donc, lorsqu'on a un peu tous ces facteurs-là, oui, on commence à parler d'intimidation. Donc, voyez-vous que c'est pas du tout le fait de se battre dans la cour d'école en soi, c'est un comportement perturbateur, c'est des comportements dérangeants, ça exprime une violence physique, ça ne doit pas être accepté, pas plus que l'intimidation, mais ce n'est pas de l'intimidation. On parle pas d'intimidation, c'est une fréquence, et c'est ça, comme on disait, mais aussi quand la victime, probablement, vient qu'à avoir de la difficulté à fonctionner ou d'avoir peur, par exemple, à part du milieu scolaire, d'avoir peur d'aller à l'école, de retourner, d'être dérangé dans ça aussi. Oui, parce qu'il y a des conséquences ensuite qui sont vécues. Donc, on définit pas vraiment l'intimidation par l'intensité des conséquences parce que on est tous différents, hein, vous savez, puis les enfants sont tous différents, eux autres aussi. Oui. Et puis, il y a des enfants qui sont quand même, somme toute, très résilients en regard des difficultés qu'on identifie, qu'on associe habituellement avec l'intimidation. Mais il y en a d'autres qui vivent beaucoup plus de difficultés. Donc, c'est pour ça que c'est pas un bon indicateur de se fier aux conséquences. Non. Mais il y a des enfants qui vivent énormément de conséquences liées à ça. Est-ce que les gens en général, parce qu'on parle beaucoup d'intimidation, mais est-ce que les milieux sont prêts à aider des gens qui sont intimidés? Parce qu'on a toujours l'impression que les ressources veulent faire quelque chose, mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à aider? C'est une excellente question. Puis lorsque je commençais à travailler sur l'intimidation, j'étais beaucoup plus impliquée à chercher un petit peu comment ces expériences-là en viennent, même des années plus tard, à entraîner un risque pour la santé mentale et les problèmes de comportement. Donc, j'étais beaucoup plus du côté fondamental, mécanistique un petit peu de ces associations-là, biologiques et tout ça. Puis, au fur et à mesure que je faisais des entrevues avec des journalistes, on me demandait souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes victimes? Et puis, souvent, c'était difficile nécessairement d'identifier des ressources. Parce que maintenant, je pense que la conscientisation du public et des écoles, des commissions scolaires, du gouvernement ont fait en sorte que les milieux scolaires sont beaucoup plus susceptibles d'avoir un plan d'action. Ils sont obligés, d'une certaine façon, avec le projet de loi de 56, d'avoir un plan d'action bien défini pour intervenir lorsqu'une situation d'intimidation est identifiée.
Je pense que le plan d'action est beaucoup plus clair pour intervenir auprès de l'intimidateur. On connaît bien les acteurs qui devraient être impliqués en fonction de la sévérité de l'intimidation qui est perpétrée. Mais quoi faire pour la victime? Hein? Parce qu'une fois qu'on intervient auprès de l'intimidateur, ça ne veut pas dire que la victime, même si l'intimidation cesse, et encore là, c'est pas si clair que ça, même si on intervient, des fois, l'intimidation ne cesse pas immédiatement. Et même si elle cessait, ça ne veut pas dire que la victime n'a pas besoin d'aide. Et les ressources sont très variables, je vous dirais, d'une école à l'autre. Et souvent, ça dépend beaucoup de la qualité des intervenants qui sont impliqués, leur formation, leur qualité humaine et tout ça. Mais il y a très peu de programmes ou d'interventions qui sont formellement conçus pour aider spécifiquement les jeunes victimes. Et nous, on est en train de développer une application mobile qui est conçue justement pour les jeunes victimes d'intimidation et c'est fait d'une façon dynamique et attrayante pour eux visuellement, mais aussi dans le contenu. Il y a plusieurs choses qu'on veut faire. On veut leur donner une connaissance sur l'intimidation par le biais de vidéos, par le biais d'une carte interactive qui peuvent découvrir les endroits et indiquer les endroits que eux vivent l'intimidation, mais aussi les endroits qui peuvent avoir de l'aide. Avoir de l'aide, oui, c'est ça. Donc, un outil facile, là. Tout à fait. Puis dans lequel ils sont invités à chaque jour ou 2 jours, une fois par semaine, de noter ce qu'eux vivent. Puis ensuite, l'application les invite à initier des stratégies, les essayer, de les noter, pour ensuite découvrir qu'est-ce qu'eux, en fonction des expériences qu'ils vivent, quelles sont les stratégies qui semblent les plus efficaces. Donc, c'est vraiment un processus où on invite le jeune vraiment à prendre part à son processus et non pas tout simplement que les adultes interviennent. Oui, et c'est personnalisé, c'est ça qui est intéressant. Là, selon la situation, c'est pas tout le monde qui voit les mêmes, qui sent les mêmes choses. Parce qu'oubliez pas, rares sont les jeunes qui veulent en parler à un adulte, ni même à un ami de leur âge. Ils ont, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont honte, et aussi ils veulent pas voir la pitié dans les yeux de la personne à laquelle ils se confient. Alors, le fait d'interagir avec une application, c'est détaché. Et puis, graduellement, ils prennent confiance et là, ils brisent la glace. Et surtout, s'ils voient des résultats d'après les conseils que l'appareil leur donne. Tout à fait. Ils sont aussi, après 4 semaines d'utilisation, on a fait une petite étude de validation. Ils vivent moins d'intimidation et ils sont plus susceptibles d'intervenir s'ils voient d'autres personnes être victimes d'intimidation. Donc, ça dénote vraiment d'une plus grande confiance en leurs habiletés à faire face à ce genre de situation. J'imagine que, il reste environ 30 secondes, mais j'imagine qu'avec les années, on va aussi se rendre compte, est-ce que les actions qu'on a posées ces dernières années ont porté fruit? C'est difficile de mesurer tout de suite. Hein? Puis en tant que chercheur, j'imagine qu'il y a ce côté-là qui est intéressant à vouloir découvrir aussi. Est-ce que ça porte des fruits? Hein? Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Puis je pense qu'à chaque intervention, à chaque geste qu'on pose, il faut surtout se poser la question, est-ce que ça aide vraiment les jeunes? Exactement. Et puis, mais ça, on n'a pas de réponse immédiate. Il faut faire l'exercice de mesurer tout ça. Si on veut s'informer, est-ce qu'il y a un site facile ou est-ce qu'il y a un sujet qu'on cherche pour avoir des ressources ou des informations sur l'intimidation sur Internet, par exemple? Il y a toujours la Fondation Jasmin Roy, je pense que c'est un site de sensibilisation très important. En anglais, il y a le site Prevnet, qui est un grand organisme national qui est dédié seulement à ce sujet-là. Et on est en train de finir notre propre site Internet pour l'application mobile dont je vous parle, qui se nomme Plus Fort et qui sera bientôt disponible à tous les jeunes du Québec en 2016. À surveiller. À surveiller et sera gratuite pour tous les jeunes. Super. Merci beaucoup, Mme Isabelle Ouellette-Morin. Donc, merci beaucoup de nous avoir mieux informés sur l'intimidation. C'est toujours intéressant d'en savoir plus. Donc, merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce. Mon plaisir. Merci. Au revoir. Scared to see what it'll become.
that I've done. Got me wondering lonely. All the things that I've done. They got me wondering alone. And now my eyes are looking down. I fear the night, I hate the sun. I wanna change the way I speak. Whoa, I wanna play and feel the beat. All the things that I've done. Got me wondering lonely. All the things that I've done. They got me wondering alone. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Tel que promis, alors on poursuit sur le sujet amorcé plus tôt dans l'émission, à l'Espresso allongé, donc la signification des rêves. Oui, 10 scénarios de rêves, en fait, qui sont analysés par Mme Carter Stout. Des images récurrentes. Oui, Oui, des classiques, comme tu disais. Exactement, oui. Alors, 5e scénario, vous faites toujours le même cauchemar. Nous vivons des expériences négatives tout au long de notre vie. Intériorisées, celles-ci génèrent des traumatismes émotionnels latents. On sait que l'esprit humain a tendance à occulter ses souvenirs plutôt que de revivre les traumatismes qu'ils ont engendrés. Ce refoulement constant est l'essence même des cauchemars récurrents, selon Mme Stout. Elle nous dit, quand on refoule ces traumatismes, ils affectent souvent nos rêves. Si l'on commence à rêver de la même chose ou si l'on fait toujours le même genre de rêve, c'est le signe que notre inconscient nous dit « Fais attention à ce que je te dis ». J'ai atteint un seuil de saturation et j'ai besoin de me débarrasser d'un peu de cette énergie car elle est devenue trop encombrante et néfaste. 6e scénario, vous rêvez que vous avez une liaison, mais on parle ici d'infidélité dans le couple. Elle nous dit, ces rêves sont liés aux mensonges, bien sûr, mais principalement à ceux que vous vous dites. Il y a quelque chose que vous refoulez à laquelle vous ne prêtez pas attention ou sur laquelle vous n'arrêtez pas de vous mentir. L'infidélité, dit-elle, telle que vous voulez être présentée dans le rêve, correspond en fait à la façon dont votre inconscient se représente la relation à soi ou à l'autre. Il vous indique que vous n'êtes pas fidèle à vos propres besoins. OK, c'est pas la culpabilité si t'es infidèle toi-même. Ben, pas dans cette situation-là. Tu l'es pas nécessairement, tu rêves que tu l'es. En tout cas, pour Mme Stout. En fait, ça revient toujours à nous. Bon, oui, c'est ça, exactement. C'est des choses refoulées, oui, des choses, effectivement. 7e, si vous rêvez d'animaux, comme dans l'exemple des dents qui tombent, les animaux sont un grand classique. En fonction des cultures, on leur attribue une symbolique différente, ce qui peut influer sur la manière dont vous les représentez. Prenons les serpents, par exemple. Elle nous dit, avant de voir le symbole derrière l'animal, commencez par explorer votre vie privée, puis votre inconscient. Possédez-vous un serpent? En avez-vous déjà vu un dans une animalerie? Quelle légende avez-vous lue sur les serpents? Que représente-t-il à vos yeux? En avez-vous peur? Vous fascine-t-il? Il faut s'intéresser à toutes ces choses. Dans la mythologie, les serpents symbolisent la tromperie, le renouvellement, le pouvoir et d'autres choses magiques ou mystiques. Examinez chaque élément l'un après l'autre et voyez ce que vous y trouvez. 8e scénario. Vous rêvez de l'école ou du travail. Elle nous dit, quand vous rêvez que vous n'êtes pas prêt pour un examen ou une réunion, ou bien que vous êtes en retard au travail, vous exprimez votre sentiment de vulnérabilité, la peur que l'on vous voit tel que vous êtes réellement, même ce que vous dissimulez. C'est ça qui est angoissant. Selon les psychothérapeutes, même dans un contexte professionnel, la plupart des gens cachent certains aspects de leur personnalité à leur employeur, à leurs collègues, à leurs profs et même à leurs amis. Il est très inquiétant de penser que quelqu'un pourrait apercevoir ce que nous dissimulons, comme si
on se retrouvait tout nu à l'école. Oui, puis c'est aussi un peu... c'est normal parce que c'est l'endroit qu'on passe le plus de temps puis il y a du stress. Il me semble que c'est un autre classique, ça, de se retrouver nu. Là. Il me semble qu'on entend souvent Moi, ça. souvent, je m'imagine aussi que je n'aurais pas mes souliers. Tu sais, quand je me promène devant des étrangers, puis j'ai perdu mes souliers. Surtout l'hiver. Aussi, il y a le classique d'être sur une voie ferrée, le train s'en vient, puis on n'est pas capable de sauter de la voie ferrée, on est trop lent. 9e scénario. Vous rêvez d'aventure. Ce sont des rêves très agréables, remarque notre spécialiste, Mme Stout. Beaucoup de gens, dit-elle, s'imaginent qu'ils sont en train de voler. Ça, c'est un rêve qui revient souvent. C'est notre enthousiasme enfantin qui se fait entendre. Les enfants ont cet esprit d'aventure bien loin des tracas des adultes. Ils agissent de façon impulsive et vivent dans un monde un peu magique. Peut-être devriez-vous faire attention à votre imaginaire, l'alimenter, être parfois moins réfléchi. Peut-être avez-vous trop travaillé ces derniers temps, arrivé à votre bureau avec toutes sortes de deadlines et négligé l'enfant qui est en vous. Il a besoin de s'exprimer. Et finalement, 10e scénario, vous rêvez de nourriture. Est-ce que ça t'arrive, Ghislain? Pas nécessairement. Non? C'est peut-être parce que je mange trop dans ma vraie vie que j'ai pas... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben moi, j'ai pas, il me semble que je me rappelle pas de rêver à de la nourriture tellement, mais elle nous dit, demandez-vous ce qui vous manque réellement ou ce que vous essayez de compenser. Prenons un accro au travail. Son rêve nous dirait contrairement... certainement que sa vie professionnelle lui prend trop d'énergie, qu'il est au bord de l'implosion et qu'il n'a plus de place pour quoi que ce soit. Si votre rêve concerne des restrictions alimentaires ou le fait de ne pas pouvoir manger à votre faim, demandez-vous ce que vous désirez vraiment. Pensez à la partie de vous-même qui est en carence et qui a besoin d'être nourrie. La prochaine fois que vous ferez un rêve marquant, gribouillez ce dont vous vous souvenez au réveil, même s'il s'agit juste d'un petit croquis, et prenez un instant pour réfléchir à ce que votre inconscient vous dit. Que le rêve ait été positif ou négatif, exaltant ou effrayant, écoutez le message, dénué de toute censure, et profitez-en pour apprendre quelque chose sur vous-même. Mais comme tu disais, Ghislain, tantôt, c'est difficile de se rappeler vraiment et clairement ce dont on a rêvé. Et ça nous prendrait, je pense, un papier et un crayon immédiatement. Parce que si on s'en rappelle, on l'oublie. On a tendance à l'oublier presque tout de suite. C'est seulement le dernier qu'on se rappelle dans la période des yeux rapides. On peut rêver plusieurs fois, oui, effectivement. Toute la nuit. Oui, beau sujet. Merci, Ghislain Malo, pour ta participation. Merci, Pierre, pour le beau sujet. Donc, la signification des rêves. On poursuit en musique à Folie Douce. De l'autre bout de la terre, je peux encore sentir ses pas. Cette fois-ci, je cours vers elle, désespéré dans le noir. Elle qui me sort de ce monde me transporte autrement. Je la sens, je la suis, quittant en perdre la face. Tout ce que j'ai perdu à t'inventer. La peur de ne plus te voir, que la terre roule sous mes pieds. J'aimerais te sentir tout près, que tu danses dans mes bras. Glisser mes doigts sur tes lèvres, entendre le son de ta voix. J'ai dû créer par moi-même l'apogée de mes envies, car aucun rêve sur cette terre ne saurait me suffire. Je construirai l'univers, j'imposerai mes propres lois. J'aurai la tête à l'envers, je m'envolerai vers le bas. La fumée qui m'empêche de savoir où tu es. Je ferme les yeux pour tenter d'y voir plus clair. Mes mains qui cherchent le hasard, espérant t'y trouver. Si je me replie sur moi-même, je pourrais t'inventer l'insouciance facile, je crois à tout ce qui me plaît. De mes mains, je dessine l'endroit où je voudrais être. Je trace donc blanche et dense. Et soudain, te voilà, la musique qui s'emballe et mon cœur qui débat. J'ai dû créer par moi-même l'apogée de mes envies, car aucun rêve sur cette terre ne saurait me suffire. Je construirai l'univers, j'imposerai mes propres lois. J'aurai la tête à l'envers, je m'envolerai vers le bas. Par moi-même l'apogée de mes envies, car aucun rêve sur cette terre ne saurait me suffire. Je construirai l'univers, j'imposerai mes propres lois. J'aurai la tête à l'envers, je m'envolerai vers le bas. J'ai dû créer par moi-même l'apogée de mes envies, car aucun rêve sur cette terre ne saurait me suffire. Je construirai l'univers, j'imposerai mes propres lois. J'aurai la tête à l'envers et je m'envolerai vers le bas.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques mots pour terminer cette émission de Folie douce. Donc, Ghislain Malo, on va y aller nommer les chansons, encore une fois, qui ont été diffusées à notre émission cette semaine. On a eu en tout début Tout le monde debout. De Mako. Et là, je parle pas mal, c'est de même, c'est écrit. Oui, puis c'est M-A-C-O, pas K-O, juste pour être sûr. On a écouté Je te déteste. De Vianney. Oui, en deuxième demi, on a pu entendre The Things I've Done. Oui, du groupe Groenland. Et à l'instant, L'Apogée. De Patrick Bouchard. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour ton sujet, la signification des rêves, où on a pu apprendre encore plus d'informations. Puis c'est toujours fascinant, ce monde-là des rêves. Toujours intéressant. Merci beaucoup pour ça. On remercie notre invité, Doris Provencher de l'Agide, qui nous a parlé du plan d'action en santé mentale 2015-2020. Un document qui va certainement faire jaser encore pendant plusieurs années. C'est toujours un document qui est assez... qui influence beaucoup le monde de la santé mentale à suivre donc pour les prochaines années. On remercie également Isabelle Ouellette-Morin, qui nous a parlé pour sa part de l'intimidation. Elle nous posait la question, elle se posait la question de l'intimidation. Faut-il s'en inquiéter? Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, Pierre. Salut, Yvan. Et bonne semaine, Ghislain. Bonne semaine. Au revoir, à la prochaine. Pop